Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo sur le thème du Proche et du Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis 1945. Il s'agit de la première partie de 1945 à 1979. En France, l'expression Proche-Orient désigne traditionnellement les pays en bordure de la mer Méditerranée, à savoir la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël et l'Égypte, formant l'ancien Levant. L'expression Moyen-Orient s'est quant à elle imposée sous l'influence des Anglo-Saxons, notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de l'ensemble des pays, de la Turquie à l'Iran, voire à l'Afghanistan, de la péninsule arabique, auquel on associe l'Égypte. C'est dans cette région qu'est née la révolution du néolithique. C'est un carrefour de civilisation et le berceau des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. La région concentre aussi des rivalités religieuses, politiques et culturelles, ainsi que des enjeux stratégiques. C'est un foyer permanent de tensions et d'insécurité. Il s'agira donc de se demander quels facteurs font de la région un foyer particulier de conflits et pourquoi ces conflits ont-ils une telle résonance dans le monde. Le Moyen-Orient dans les relations internationales jusqu'en 1979. Il faut souligner tout d'abord qu'il s'agit d'une région d'une importance stratégique. Historiquement, le Proche et le Moyen-Orient est une zone de passage, de carrefour, mettant en contact l'Europe et l'Asie, suscitant l'intérêt et les appétits des puissances extérieures depuis le XIXe siècle. On remarque une grande diversité ethnique et culturelle, avec trois grandes cultures dominantes, les Perses, les Turcs et les Arabes, et aussi la présence de Kurdes. Il faut également souligner une grande diversité religieuse. Tout d'abord, l'islam. Il existe deux courants de l'islam, le sunnisme, la majorité des Arabes et des Turcs, et le chiisme, la majorité des Persans, la moitié des habitants de l'Irak, et aussi en Liban et en Syrie. La division entre ces deux courants a pour origine la mort de Mahomet. Les chiites et les sunnites ne lui reconnaissent pas le même successeur. Ceux qui choisissent Ali, le gendre du prophète, deviendront les chiites, tandis que ceux majoritaires qui préfèrent suivre Abou Bakr, compagnon de Mahomet, deviendront les sunnites. Des différences d'interprétation du Coran et de pratiques religieuses viendront peu à peu se rajouter à ces divisions de succession. Il faut signaler aussi l'importance de la population juive ainsi que des minorités chrétiennes qui sont très divisées en différentes églises. Par exemple les Coptes en Égypte, les Chaldéens en Irak ou les Syriaques en Syrie. Jérusalem, au sein de cet ensemble, a une place particulière, car la ville est le lieu saint des trois monothéismes. De même, les grands lieux saints de l'islam sont également importants, la Mecque et Médine, dont le contrôle par la dynastie saoudienne est critiqué, notamment par l'Iran. Enfin, la région est stratégique depuis la découverte des premiers gisements de pétrole en Perse en 1908. Le contrôle du pétrole est devenu un enjeu majeur pour les grandes puissances. Les États du Moyen-Orient témoignent d'une volonté croissante de contrôler leurs ressources aux dépens des firmes occidentales. En 1951, le premier ministre iranien nationalise le pétrole de son pays. En 1960 est créée l'OPEP avec les pays du Moyen-Orient et le Venezuela pour peser sur les prix du pétrole. La part du Moyen-Orient dans la production du pétrole mondial est passée d'environ 5% dans les années 50 à 25% à la fin des années 80, pendant que le pétrole, qui assurait globalement 17% de la consommation mondiale d'énergie, en représente désormais 40%. La dépendance des alliés occidentaux des États-Unis est considérable, puisqu'en 1979, l'Arabie saoudite assure à elle seule près du tiers de la consommation de l'Europe occidentale et du Japon. De même, la dépendance américaine n'est pas négligeable, puisqu'en 1980, la région représente 30% des importations de pétrole brut des États-Unis. Les Occidentaux tentent de sauvegarder leurs intérêts économiques au Moyen-Orient. Ainsi, en 1953, la CIA organise un coup d'État en Iran pour renverser Mossadegh, celui qui avait nationalisé le pétrole. Et ce coup d'État donne l'essentiel du pouvoir au Shah Mohammad Reza, qui est désormais allié des États-Unis. Les compagnies pétrolières. Grand B, les recompositions d'après-guerre. Premier point, la naissance d'Israël et la première guerre israélo-arabe. Il convient de s'intéresser au cas particulier des relations entre les Britanniques et la Palestine. En effet, une organisation sioniste mondiale a été créée en 1897 sous l'impulsion de Theodor Herzl face à l'exclusion dont les Juifs sont victimes, les pogroms en Russie,
ou encore l'affaire Dreyfus. Cette organisation revendique la création d'un État juif en Palestine, berceau historique du peuple juif, expulsé en 70 après Jésus-Christ. Ainsi, dès le début du XXe siècle, un mouvement d'implantation, Alaya en hébreu, est lancé avec la fondation des premières villes et colonies juives. La Shoah renforce la revendication d'un État refuge pour les Juifs, mais la Grande-Bretagne veut ménager les Arabes afin de maintenir sa présence sur le canal de Suez. Elle continue donc d'interdire l'entrée aux immigrants juifs, y compris les rescapés du génocide. Devant la multiplication des violences, comme l'attentat en juillet 1946 contre l'hôtel King David qui fait 91 morts, la Grande-Bretagne s'en remet à l'ONU qui propose un plan de partage de la Palestine en novembre 1947. Le plan est à nouveau rejeté par les Arabes. Le 14 mai 1948, Ben Gourion, principal dirigeant de la communauté juive en Palestine, proclame la naissance de l'État d'Israël, qui est aussitôt reconnu par les États-Unis et l'URSS. Le lendemain, les armées des pays arabes voisins attaquent Israël pour défendre la cause palestinienne. En mars 1949, la guerre s'achève sur la victoire d'Israël qui obtient 78% de la Palestine, mais aucun traité ne reconnaît officiellement l'existence d'Israël. Les conséquences sont également humaines, avec près de 900 000 Palestiniens qui émigrent vers Gaza, la Cisjordanie et le Liban. Deuxième point, l'effacement progressif des anciennes puissances européennes. En effet, la France et la Grande-Bretagne cèdent le leadership aux États-Unis, qui s'appuient pour leur politique de containment sur la Turquie, qui entre dans l'OTAN en 1952, l'Arabie saoudite, dès 1945 avec la rencontre entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud, et enfin le pacte de Bagdad, qui est signé en 1955 avec l'Iran, l'Irak, le Pakistan et la Turquie. L'Égypte est indépendante depuis 1922, mais reste sous l'influence du Royaume-Uni, qui a des troupes, notamment autour du canal de Suez. La crise du canal de Suez, 1956. Le 26 juillet 1956, le président égyptien Nasser nationalise le canal de Suez, jusque-là co-géré par une société franco-britannique. Nasser veut affirmer la souveraineté de l'Égypte et gagner les fonds nécessaires pour construire le barrage d'Assouan sur le Nil. Très vite, la France et le Royaume-Uni s'entendent avec Israël à qui l'Égypte interdisait l'accès au canal pour en reprendre le contrôle. Le 29 octobre 1956, les Israéliens envahissent la bande de Gaza, le désert du Sinaï et prennent le contrôle de la zone sud du canal. Les troupes franco-anglaises s'emparent de Port Saïd qui commande l'entrée nord du canal. L'URSS menace alors le Royaume-Uni, la France et Israël d'un bombardement nucléaire s'ils ne rappellent pas leurs troupes. Pour amener le calme, les États-Unis exigent à leur tour le retrait de leurs trois alliés. Les armées franco-anglo-israéliennes se retirent du sol égyptien. Une force internationale mandatée par l'ONU vient stationner dans le Sinaï. C'est une victoire diplomatique pour Nasser et le panarabisme et une humiliation pour les Européens. De plus, cette crise de Suez révèle le rôle majeur que jouent les deux grands, les États-Unis et l'URSS, au Moyen-Orient après 1945. La région devient un enjeu de guerre froide. Grand C. La reprise du conflit israélo-arabe. Tout d'abord, la guerre des 6 jours et la radicalisation du nationalisme palestinien. Le 5 juin 1967, Israël attaque l'Égypte, puis la Jordanie et la Syrie. 6 jours plus tard, le 10 juin, l'ONU impose le cessez-le-feu. La victoire de l'armée israélienne est totale. Israël prend la bande de Gaza et le Sinaï à l'Égypte, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie, et enfin le Golan à la Syrie. 400 000 Palestiniens fuient à l'étranger. Le canal de Suez est fermé. Le monde arabe sort de cette guerre profondément humilié. En novembre 1967, la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU ordonne à Israël de libérer les territoires occupés, en vain. Après la guerre des 6 jours, les mouvements palestiniens se lancent dans le terrorisme international, prise d'otages, détournement d'avions. Leur objectif, détruire Israël. Leur action la plus spectaculaire reste la prise d'otages des Jeux olympiques de Munich en 1972, à l'issue de laquelle 11 athlètes israéliens trouvent la mort. C'est alors l'escalade de la violence. L'armée réprime systématiquement les territoires occupés,
Pour lier solidement ces derniers à Israël, le gouvernement y installe régulièrement des colonies juives. Deuxièmement, la guerre du Kippour, 1973, et l'échec du nationalisme arabe. Le 6 octobre 1973, le jour de la fête du Yom Kippour, l'Égypte et la Syrie attaquent Israël. Après avoir reculé pendant une quinzaine de jours, Israël, grâce à l'aide américaine, récupère le terrain perdu. L'ONU impose le cessez-le-feu. Les conséquences sont économiques. Les pays arabes de l'OPEP décident alors de réduire de 5% par mois la production de pétrole jusqu'à la restitution des territoires occupés. Dans le même temps, ils décident un embargo sous les alliés d'Israël, notamment les États-Unis. En quelques mois, les prix du pétrole sont multipliés par 4, passant de 3 à 12 dollars le baril. C'est le premier choc pétrolier. La guerre du Kippour a également des conséquences politiques, puisque l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, est désormais reconnue comme membre observateur à l'ONU. Cependant, les pays arabes sortent divisés sur la stratégie à suivre. Alors que la majorité des pays arabes organisés dans une ligue arabe s'opposent à Israël, l'Égyptien Anwar al-Sadat décide de rompre la politique d'affrontement. Il se rend à Israël en 1977, puis signe avec Begin, dirigeant israélien, les accords de Camp David en 1978. Suite à ces accords, l'Égypte reconnaît Israël et récupère le Sinaï. En 1979, un traité de paix est signé entre les deux pays, mais l'Égypte est alors exclue de la Ligue arabe pendant 10 ans et Sadat est assassiné par des islamistes en 1981.